20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite, sans plus attendre, les titres de cette édition. Un week-end chargé en Gambie. Demain samedi seront célébrés les 52 ans de l'indépendance du pays, couplé à l'inauguration du président Adama Barrow, nouvellement élu. De nombreux chefs d'État sont attendus à Banjul. C'est le cas du président Macky Sall. Dans ce journal, nous serons en ligne avec notre envoyé spécial en Gambie, Barkaba. Nous reviendrons également sur leur entretien avec le chef d'état-major de l'armée gambienne. Il les a reçus à la State House, la résidence du président Adama Barrow. Khalifa Sall et Barthélémy Dias peuvent plus que jamais compter sur le soutien de leurs partisans. Pour ces derniers, les tentatives d'intimidation menées par le gouvernement ne passeront pas. Ils réclament également la libération de Bamba Fall. Colère du syndicat des inspecteurs, des contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Ils reprochent au ministre Mansour Sy de fermer la porte au dialogue. Ils exigent de meilleures conditions de travail et ont déposé un préavis de grève. Le ministre conseiller Youssou N'Dour reçoit le comité directeur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Deo Nakizimana et compagnie lui ont présenté le logo du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Ils se sont également rendus chez l'ancien président de la République, Abdou Diouf. Ce soir, l'invité du 20h est le commissaire de police, le docteur Papagay. Avec Mamoudou Ibra Kane, ils parleront de sa thèse « Politique criminelle à l'épreuve de la criminalité transfrontalière ». Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, tout de suite le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Célébration demain, samedi 18 février, de la fête nationale d'indépendance de la République de Gambie. Une célébration qui survient alors que le pays sort tout juste d'une crise post-électorale qui a finalement trouvé une issue favorable grâce au départ forcé d'Yahya Jammeh. Le président Adama Barrow est depuis le 19 janvier 2017 le nouveau président de la Gambie. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial en Gambie, Barkaba. Barkaba, bonsoir. Bonsoir Léa. Barka, à quelques heures de cette fête de l'indépendance, où en sont les préparatifs et quelle est l'ambiance à Banjul? Mais c'est une ambiance totalement festive qui règne à Banjul, Léa. Et l'avion du président Macky Sall a atterri aujourd'hui à 16h à l'aéroport de Yundum. C'est une foule en délire, quasiment qu'il a accueilli. Et Macky Sall a littéralement été porté en triomphe par les populations gambiennes qui sont sorties de tous les quartiers de la capitale, Westfield, de Serekunda, Traffic Line, pour exprimer au chef de l'État sénégalais et à la CEDEAO leur reconnaissance de les avoir sauvés du chaos, mais du refus du président Yahya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow. Les deux présidents ont eu droit à un immense bain de foule de la part des Gambiens qui se répandaient en louange pour le président sénégalais qui a été très populaire ici. Barkaba, le pays sort d'une crise post-électorale sans précédent qui a nécessité l'intervention de la CEDEAO. Pour cette fête de l'indépendance, quelles mesures de sécurité sont mises en place ? Ici, on peut dire que la sécurité est totale, hein, parce que depuis qu'elles sont entrées ici, les troupes de la CEDEAO, majoritairement, il faut le noter, composées de soldats sénégalais, et souvent des soldats d'élite, les commandos, les parachutistes et même les forces spéciales, tiennent très bien toutes les affaires de la capitale. Et il faut le dire en étroite collaboration avec les forces de sécurité gambiennes aussi, qui sont très présentes parce que, comme on le sait, depuis le départ du président Yahya Jammeh, les forces de sécurité gambiennes travaillent en étroite collaboration avec homologues ouest-africaines, donc de la CEDEAO. Ici, on n'a noté aucun incident pour le moment, et tout se déroule très bien, Léa Springel. Le président Macky Sall est l'invité d'honneur du président Adama Barrow. On annonce la venue d'autres chefs d'État. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns qui ont confirmé leur présence ?
Pour le moment, je n'ai pas les noms des présidents qui ont confirmé, mais on peut supposer que la plupart des chefs d'État de la CEDEAO, et surtout ceux qui étaient en première ligne pendant cette crise post-électorale, sont attendus à Banjul. Mais il est fort probable qu'il y ait un très grand absent, qui est le président Buhari, qui, comme on le fait, a des amis de santé. On est en train de glaner des informations pour avoir la liste des présidents qui ont effectivement confirmé. Mais on peut dire qu'il y aura beaucoup de chefs d'État de la sous-région qui vont tenir à accompagner les Gambiens dans ce qui s'apparente à une immense fête de libération. Vous nous tiendrez donc informés. Barkaba, merci beaucoup. Vous êtes notre envoyé spécial en Gambie. En Gambie, nous y restons d'ailleurs, où nos envoyés spéciaux ont été reçus à la State House par le chef d'état-major de l'armée. Ousmane Barji est revenu sur la crise post-électorale qui a secoué le pays, mais également sur les sollicitations de 3 chefs d'État qui l'auraient incité à renverser Yahya Jammeh. Le chef d'état-major de l'armée leur aurait alors opposé un refus catégorique. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Barkaba et Mor Harma. Général Ousmane Badji loolu nga wax moom doy na waar di kon nga ne am na ay ñu la woo ñu ne la pour nga def coup d'état fii biir Gambie loolu nu mu demee. J'ai été contacté par 3 grandes puissances qui voulaient que je fasse un coup d'État. Je préfère taire leur nom pour le moment. Peut-être je dévoilerai leur identité. Je ne cherche pas de l'argent. Je respecte la constitution gambienne qui condamne fermement les coups d'État. Quand j'intégrais l'armée, ce n'était pas pour fomenter des coups d'État. Ce n'est pas du tout permis par notre constitution. Je vous rappelle que Barrow a été élu démocratiquement et que personne ne vienne pour me demander de faire un coup d'État au président démocratiquement élu. C'est vrai qu'on disait que le président Diouf voulait se maintenir au pouvoir et créer une insurrection dans notre pays. Je répondais aux uns et aux autres que c'était son avis. Cependant, je savais qu'il n'allait pas porter le combat lui seul. L'armée gambienne entretient des liens de coopération étroits avec les forces de sécurité déployées par la CEDEAO. Ousmane Barji affirme également que l'arsenal de l'armée gambienne est correctement sécurisé. À propos du MFDC, il assure que les indépendantistes de Casamance ne disposent d'aucun refuge en territoire gambien. Écoutons-le toujours au micro de nos envoyés spéciaux en Gambie, Barkaba et Mor Harma. MFDC, armée Gambie benane kon fi di set karange Gambie. Lorsque l'armée gambienne a assuré la sécurité, le MFDC ne pouvait pas accéder à Kanilaï. Maintenant, l'armée gambienne est là, de même que les forces de la CEDEAO. Elles comptent travailler la main dans la main. Deuxièmement, il n'y a plus rien à Kanilaï en termes d'armes. On a tout ramené ici. Le MFDC n'a pas de problème avec nous, je veux dire les Gambiens. Nous aussi, nous n'avons pas de problème avec le Sénégal. Le MFDC n'a jamais pris d'armes de la Gambie. C'est juste des commentaires. Voilà pour la Gambie qui, je vous le rappelle, fêtera demain ses 52 ans d'indépendance. On rentre au Sénégal à présent avec les réactions des partisans de Khalifa Sall et de Barthélémy Dias. Selon eux, les convocations de ces derniers devant la justice ne sont qu'intimidation. Pour ces derniers, le combat de leur leader continue. Ils continuent également à réclamer la libération du maire de la Médina, Bamba Fall. Leur réaction dans ce reportage signé Pape Faraning et Mardien. Un récital de Coran aux allures d'un meeting avec l'arrivée de Khalifa Sall et Barthélémy Dias. Ces derniers sont plus que jamais déterminés à continuer leurs actions politiques malgré les convocations à la DIC. Nous n'accepterons jamais l'instrumentalisation de la justice. Les menaces aussi ne passeront pas, surtout l'intimidation.
car nous allons faire face. Dans ce pays, personne ne peut nous interdire de faire nos activités politiques. Aucun rapport n'a épinglé Khalifa Sall par rapport à sa gestion, mais il faut tout pour l'empêcher d'être candidat aux futures séances. Les partisans de Bamba Fall déplorent aussi les anomalies notées sur la confection des cartes biométriques. Pour aller à une élection et se donner les moyens de gagner, il faut maîtriser le fichier. C'est le fichier qui détermine la qualité de la prestation des acteurs et qui peut présager des résultats. Donc si ce fichier commence à avoir des problèmes, personne ne peut l'accepter. Il y a beaucoup d'anomalies sur les inscriptions pour avoir une carte biométrique, comme à Podor et à Matam. Surtout à Matam, il y a plus d'inscrits, jamais égalé. Il continue néanmoins à réclamer la libération de Bamba Fall et ses co-détenus. Aujourd'hui, s'attaquer à Bamba Fall, s'attaquer à Barthélémy Dias, s'attaquer à Khalifa Sall, mais qu'est-ce que cela suggère? Ne plus avoir d'opposition, on veut gouverner sans opposition dans ce pays, en instrumentalisant les forces de l'ordre, en instrumentalisant la justice. Mais c'est un scandale. Une forte mobilisation à la grande mosquée de Santhiaba, dont la présence de la police a un peu créé la confusion, mais sans heurts. Et puis affaire Barthélémy Dias, le tribunal de Dakar a rendu son verdict. Le député socialiste a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, déjà purgés. Suite à cette décision de justice, le parquet près du tribunal correctionnel a fait appel. Les avocats de Barthélémy Dias, eux non plus, ne comptent pas en rester là. Selon eux, la sentence vise à le rendre inéligible pour les législatives du mois de juillet prochain. Alors Barthélémy Dias, éligible ou inéligible? Dans ce reportage, réaction du professeur en droit pénal Ndiak Fall. Il est signé Alassane Ba et Younous Diatta. D'abord, quelques précisions sur ce que la loi prévoit. C'est l'article 34 du Code pénal qui prévoit la privation des droits civiques, civils et de famille. Cette interdiction peut intervenir lorsque la peine d'emprisonnement disons encourue, elle est supérieure à 5 ans. Dans ce cas-là, il peut y avoir interdiction totale ou partielle des droits prévus à l'article 34. Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à 5 ans, normalement, il y a interdiction définitive des droits, de tous les droits. Cette interdiction doit être prononcée. Mais il faut lire cet article à la lumière de son complément qui est l'article 35, c'est-à-dire que la privation des droits civiques, civils et de famille, elle n'est pas automatique. Le code électoral sénégalais a également fixé des conditions. Pour être électeur, il ne faut pas être condamné pour crime. Ensuite, il ne faut pas être condamné en général pour un délit, je résume, passible d'une peine supérieure à 5 ans. Barthélémy Dias condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Un procès en appel en vue après la requête du procureur du tribunal correctionnel. L'éligibilité ou l'inéligibilité de Dias, fils, difficile de s'y prononcer pour le moment. Tant que la condamnation n'est pas devenue définitive, on ne peut pas encore parler d'éligibilité ou d'inéligibilité. Donc il faudrait attendre au moins que la condamnation soit définitive. Puisque quand on parle de condamnation définitive, c'est une condamnation pour laquelle les voies de recours sont épuisées. Quand la condamnation devient définitive, évidemment, les dispositions du code électoral l'écarterait de la députation. Barthélémy Dias est reconnu coupable du meurtre du jeune Ndiaga Diouf. Après une condamnation en première instance, sa carrière politique semble menacée. Mais attendons de voir ce qui va ressortir du procès en appel pour savoir s'il pourra ou non faire partie des candidats aux législatives à venir. La gestion de la mairie de Dakar passée au peigne fin par l'inspection générale d'État, une procédure régulière normale selon un spécialiste en décentralisation. Idem pour la convocation de Khalifa Sall devant le procureur. Selon Amadou Sennian, à cause du caractère sacré de la gestion des fonds publics, la procédure doit aller jusqu'au bout. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Adia Tala. L'IGE est en quelque sorte l'œil de l'État.
dans la gestion des finances publiques. Si dans cette mission de vérification, il se trouve qu'elle ait aperçu un certain nombre d'anomalies, c'est normal qu'on le signale. Il y a maintenant une procédure qui fait que l'autorité, l'ordonnateur ou le régisseur doit répondre de certaines critiques émises par l'IGE. Et ce n'est qu'après qu'un rapport est délivré au chef de l'État qui doit apprécier si les anomalies constatées sont de nature à ce que véritablement qu'il puisse s'en référer au procureur, il le fait. Si ces personnes-là ne se reprochent rien, ils n'ont qu'à le dire au procureur qui va certainement apprécier. De toutes les façons, c'est une procédure normale et les caisses d'avance ne sont pas des fonds politiques, c'est autorisé par l'État. Donc pour cela, nous sommes sûrs et certains que ce qui est fait est tout à fait normal. Khalifa a fait ce qu'il devait faire, l'État aussi a fait ce qu'il doit faire. Nous n'avons qu'à attendre que la procédure qui est entre les mains de la justice aboutisse. Je vous le disais en titre, le ministre Mansour Sy doit faire face au mécontentement du syndicat des inspecteurs, des contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. Selon le SICTRAS, le ministre du Travail ne veut pas dialoguer. Un préavis de grève a été déposé par ces syndicalistes qui demandent de meilleures conditions de travail. Durant l'année 2015, ils auraient effectué plus de 1900 visites dans les entreprises. Pape Faraning et Younous Diatta. Le syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale, très en colère contre le ministre du Travail, ces derniers lui reprochent d'avoir fermé toutes les portes du dialogue. Au lieu de mettre en place un mécanisme de suivi des engagements composés des deux parties, tel que prévu dans le procès verbal de rencontre, le ministre en charge du Travail, reniant ainsi sa promesse de le rencontrer tous les 3 mois, s'inscrit dans une tentative d'isolement du SICTRAS en choisissant délibérément de ne pas recevoir son bureau exécutif national. Cette démarche du ministre Mansour Sy porte un coup préjudiciable à la situation du dialogue social. Autre doléance, les conditions difficiles de travail et le manque de formation. Le traitement salarial réservé aux inspecteurs et contrôleurs est indigne de leur rang. Outre le traitement injustifié qu'ils subissent, ces inspecteurs et contrôleurs souffrent de l'absence de plan de formation et de plan de carrière, alors qu'on leur demande de veiller au respect du travail décent dans les entreprises. L'État les place dans des conditions de vie et de travail indécentes. Malgré les conditions et un effectif réduit, le syndicat estime avoir accompli son travail. Le nombre de contrôles effectués par les inspections de travail a plus que triplé de 2012 à 2015. Ces performances ont été réalisées par un effectif insuffisant, composé d'une 50aine d'inspecteurs et de contrôleurs, évoluant au niveau des 16 inspections de travail de la sécurité sociale existantes. D'autres réalisations ont été enregistrées par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, avec l'organisation des premiers états généraux de la sécurité et santé au travail en décembre 2013. Le SICTRAS a déjà son préavis de grève sur la table pour exiger la réouverture du dialogue avec le gouvernement. Les travailleurs de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor décrètent un mot d'ordre de grève de 48 heures non renouvelable. Ils protestent ainsi contre le manque d'équipement que l'État devait, selon eux, mettre à leur disposition. Ils soutiennent que leur budget annuel est insuffisant pour faire fonctionner un hôpital de niveau 2. Leur porte-parole est au micro de notre correspondant Boubacar Diassi. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes en mouvement de grève. Nous avons décrété pour 48 heures non renouvelables. Nous reprochons carrément à l'État et à ses démembrements. Vous imaginez que nous sommes dans un hôpital qui, depuis 2 ans, a été inauguré le 20 février 2015. Et depuis lors, ça c'est du côté de l'État. Le budget que nous alloue annuellement, nous jugeons que c'est un budget extrêmement faible pour pouvoir prendre en charge les problèmes que l'hôpital rencontre. Au-delà de ce budget, l'hôpital est resté sans conseil d'administration. L'hôpital ne fonctionne qu'avec une seule ambulance, non médicalisée d'ailleurs. Pour un hôpital qui compte plusieurs spécialités, vous imaginez que ce n'est pas du tout normal. Au-delà de ces problèmes, nous pensons qu'il est temps pour notre hôpital d'avoir une centrale d'oxygène.
il nous est arrivé de transférer des malades de notre hôpital vers l'hôpital régional par faute d'oxygène. Ça ne peut pas continuer. Les producteurs d'oignons du département de Podor ont organisé une marche pour réclamer l'arrêt immédiat de l'importation de l'oignon. Pour ces producteurs en colère, si l'État du Sénégal continue d'importer dans la sous-région, la production de cette année risque de connaître beaucoup de problèmes au moment où l'oignon local est prêt à être récolté avec un rendement de plus de 116 000 tonnes. Reportage de nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. Les producteurs d'oignons du département de Podor sont très déterminés pour l'arrêt immédiat de l'importation de l'oignon. Ils ont manifesté leur colère lors de cette marche organisée dans les champs. Les producteurs veulent désormais que l'État entende leur cri de cœur pour l'arrêt des importations, comme prévu le 20 février prochain. Notre cri de cœur, on a produit depuis 6 ou 7 mois et aujourd'hui notre production est venue à terme. Mais aujourd'hui on a un problème de commercialisation. On ne sait pas où y aller avec nos productions. Et nous entendons des rendements records cette année-ci. Mais jusqu'à présent, l'ARN n'est pas encore régalisé à la Marseille. Et nous sommes des citoyens sénégalais qui croient dans ce pays, qui travaillent dans ce pays. Nous voulons participer dans ce Sénégal émergent que le président de la République est en train de dire tous les jours. On a joué notre rôle fondamental, mais aujourd'hui, 4 personnes ou 3 personnes voulaient nous plonger dans le noir. Une production record de 116 000 tonnes d'oignons est attendue dans la vallée du fleuve Sénégal. Sur les 5 800 hectares cultivés dans la région, plusieurs sont prêts à la récolte. Pour les producteurs de la région Nord, la visite du chef de l'État sera perturbée si l'agence de régulation des marchés continue la sourde oreille. Et le président de la République, il va venir ici, Inch'Allah, dès le mois de mars. Nous l'accueillons avec 2 bras ouverts et on lui dit qu'il soit les bienvenus. Mais 2 choses lui attendent dans ce secteur. La commercialisation du riz et la commercialisation de nos productions cette année-là. Si l'État ne veut pas régler cette situation, c'est pour cela qu'on va l'attendre à notre manière, j'ai dit. Nous ne voulons pas l'attendre à d'autres choses. Présentement, les producteurs du département de Podor ont entamé la récolte de l'oignon. Leur seule inquiétude demeure la bonne commercialisation des milliers de tonnes qui seront récoltées dans les prochains jours. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique remet des bons de formation dans la région de Diourbel. 869 femmes ont bénéficié de formations dans divers domaines. Le directeur du fonds annonce une hausse progressive des montants octroyés. On l'écoute, ses propos sont recueillis par Mohamed Jodiop et Talassamba. Ça ne fait que commencer. Nous devons encore remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, accompagné des bailleurs de fonds, qui a décidé de mettre des ressources conséquentes dans le Fonds de financement de la formation professionnelle. Et donc ces actions que nous avons menées aujourd'hui ne sont que le début du commencement, j'allais dire. Ces activités vont continuer. D'autres structures de l'État vont reprendre le relais en termes d'insertion parce que nous travaillons dans un cadre global, dans le cadre du plan Sénégal émergent. Notre mission, nous, c'est de former. Je pense que nous avons fait un bon pas aujourd'hui. Ça va continuer dans les jours à venir. Ces fonds, c'est un fonds national. Nous avons fait une cérémonie similaire il y a 3 semaines de cela à Dakar sous la présidence de monsieur le Premier ministre. Tous les Sénégalais, de quelque bord que ce soit, peuvent être bénéficiaires de ce fonds. Donc les femmes que nous avons formées aujourd'hui, ce sont des femmes de Diourbel. Les jeunes à qui nous avons des bons, ce sont des Diourbellois. Et comme j'ai dit tantôt, semaine prochaine on est à Saint-Louis, la semaine d'après on est à Kaolack, Kafri et dans les autres régions. Donc c'est un fonds national, conformément aux orientations qui nous ont été données. Tous les Sénégalais qui remplissent les critères sont éligibles. Je vous le disais en titre, le comité directeur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue a rendu visite au ministre conseiller Youssou N'Dour. Après lui avoir présenté le logo du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, les membres du comité se sont rendus chez l'ancien président de la République Abdou Diouf. Écoutons tour à tour Deo Nakizimana, le président du dit comité, ainsi que le ministre conseiller Youssou N'Dour. Leurs propos sont recueillis par Pape Faraning. Notre prix portait le nom du président Macky Sall, non seulement parce que l'homme, le président de la République du Sénégal, joue un rôle novateur dans la conjoncture géopolitique africaine d'aujourd'hui, mais en plus, vous êtes un pays, le Sénégal, qui a une autre mission, celle de jouer un rôle au niveau panafricain, de montrer comment les dividendes de la paix peuvent jouir en faveur de la paix, le faire comme l'avait fait le Sénégal en Gambie,
parce qu'il y a d'autres cas qui méritent d'être soignés. Et j'ajouterais que le choix de votre personnalité comme membre du comité d'honneur de notre prix n'est pas un hasard. Vous êtes l'un des hommes les plus populaires, les plus connus de ce moment à traverser. Vraiment, de ce choix sur ma modeste personne autour de ce grand prix du président Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Votre organisation jouit déjà d'une réputation extraordinaire au niveau mondial et au niveau de l'Afrique et particulièrement au Sénégal avec votre représentant permanent, M. Malick Mbaye. Je voudrais vous dire ici vraiment tout mon engagement pour vous soutenir, vous accompagner et donner beaucoup plus de visibilité aussi à ce prix qui mérite d'être visible et d'être connu par les Africains. Parce que le président Macky Sall, c'est quelqu'un qui rassemble tout le monde. Aujourd'hui, si vous voyez, il travaille avec ses pairs, avec ceux qui ont plus d'expérience que lui. Il travaille avec les jeunes, il travaille avec les femmes. Et c'est autour de ce leadership-là qu'il faut le dialogue. Le dialogue concerne tout le monde. Le dialogue ne concerne pas que les jeunes. Le dialogue concerne aussi les personnes d'une certaine expérience. Et je pense qu'il est sur cette voie et c'est un prix d'encouragement comme nous le prenons modestement ici au Sénégal. Des propos recueillis par Dembandao. Le ministre du Commerce en visite de terrain sur le site industriel de Patisen en compagnie d'experts et de députés. Alioune Sarr a évalué la qualité des produits fabriqués par l'entreprise d'agroalimentaire. Le ministre du Commerce se dit satisfait. La société aurait investi 100 milliards de francs CFA pour assurer la sécurité de ses consommateurs. Écoutons le ministre du Commerce. Ses propos sont recueillis par Aïssa Toupaï. Cette étude qui a été présidée par le professeur Mamadou Fall avec une dizaine d'experts a donné des résultats qui ont montré que sur le plan technique, ces bouillons ne présentent pas un caractère nocif sur la santé des consommateurs. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, néanmoins, la surconsommation de sel peut avoir des effets désastreux sur la santé. C'est la raison pour laquelle, en dépit des résultats qui ont montré que les bouillons culinaires dans leur composition, notamment sur le sel et le glutamate, en dépit du fait que ces résultats ont montré qu'ils ne présentent pas de caractère nocif sur la santé des consommateurs, les experts ont fait des recommandations sur la nécessité de sensibiliser les consommateurs sur l'excès de consommation de sel. Tout à l'heure, le chargé de la recherche au niveau de Patisen nous a bien indiqué qu'en mettant 2 plaquettes de bouillon dans une cuisine, vous n'avez pas besoin d'ajouter du sel. Et je crois que nos compatriotes doivent bien comprendre que la surconsommation de sel est nocive pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'il faut consommer 5 grammes par jour et par personne au maximum. Investir dans le secteur de l'éducation avec la construction, entre autres, de toilettes dans les écoles publiques. Une initiative d'une association de femmes Diola établie en France. Leur projet se nomme la Caravane de la Fraternité. L'association était dans la région de Thiès. Plus de détails avec nos correspondants Charanta Diop et Saïla Thier. Thiès a constitué la première étape d'une caravane nationale de la fraternité initiée par l'association dénommée Batiaï Femmes Diola. Thiès, c'est aussi une ville où on trouve beaucoup de Diola. C'est une ville de Sérère et nous savons que par rapport à l'histoire, nous connaissons très bien l'histoire de Agen et Djambogne. La caravane, déjà de par son nom, le nom est assez parlant parce que nous l'avons prénommé Caravane Batiaï, Caravane de la Fraternité. Pourquoi? Parce que c'est un appel, nous appelons à la fraternité entre toutes et entre tous. Un regroupement de femmes Diola établi en France dont l'ambition est de booster l'économie nationale de leur pays et une priorité pour l'éducation. Parce que nous partons du principe qu'une femme, c'est la base de la famille et donc de la société et c'est le moteur de l'économie de la nation. Nous nous sommes rendus compte lors de nos visites au Sénégal, je ne dirais pas seulement au sud du Sénégal, mais c'est un mal qui touche le Sénégal entier dans ces zones rurales. C'est-à-dire qu'il y a une carence
latrines dans les établissements publics, notamment et principalement dans les écoles. Une école qui n'a pas de latrine, il y a un manque de confort énorme. Là, on va poser la première pierre avant de repartir en France pour ces latrines dans les écoles. On a une culture, on a des valeurs sénégalaises. Et ces valeurs, nous en sommes fiers, nous les revendiquons. Nous sommes là parce que nous sommes des Sénégalaises à part entière. Je pense que nous avons aussi bien des droits et les mêmes devoirs que les autres Sénégalais qui sont restés là. Et c'est ça que nous voulons, cette fraternité, cette solidarité entre tous. Et pour que le Sénégal, pour un meilleur devenir du Sénégal, comme on le dit, Sénégal mën a jëm kanam. Des actrices de développement qui ont été accueillies en grande pompe par la forte communauté Diola établie à Thiès. Une occasion de revisiter toutes les facettes de la culture Diola. Et puis lancement ce dimanche du festival L'Afrique en danse à 48 heures de l'événement qui se tiendra à Dakar. Les organisateurs se sont réunis pour une journée de présentation. Le festival L'Afrique en danse, un échange culturel entre le Sénégal et le Bénin. Plus de détails avec Ibou Diouf et Ababakar Kamara. Des percussions, beaucoup de rythme. L'objectif est de travailler pour les retrouvailles des peuples, le Bénin et le Sénégal, une grande fusion africaine à travers des tables scéniques et des tambours. Heureux, comme invité, on a chanté, dansé, mangé, discuté. Voilà, et c'était magnifique. L'artiste chanteur Mbaye Faye et les 5 rythmes ont trouvé l'occasion de se lancer dans un échange culturel et d'apprécier la teneur de la culture béninoise. Danser, chanter et faire percuter les tambours. Sénégal, Bénin, c'est la famille, c'est ça, non? L'Afrique en danse, tel est le concept. Il s'agit de fédérer l'Afrique autour de la culture, de la danse et de ce qu'elle a de plus cher. L'Afrique en danse. Ah oui, ça va danser. Sénégal au Bénin. Sénégal au Bénin. Le festival L'Afrique en danse est lancé. Des percussionnistes du Sénégal et du Bénin, avec leurs tambours, deviendront des ambassadeurs de la culture africaine. Ces artistes retrouvent la scène ce 19 février prochain à Dakar. Ah oui, ça va danser. L'actualité internationale marquée par la mort en détention de l'ancien numéro 2 des renseignements du Congo-Brazzaville, la passation de pouvoir en Somalie sur fond d'attentats meurtriers, les ravages du cyclone tropical Dineo au Mozambique, mais tout d'abord la grève des enseignants en Guinée-Conakry. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Daniel Diouf. Grève des enseignants en Guinée, un mouvement qui a commencé le 6 février dernier. Ils réclament une augmentation de salaire et de recrutement des vacataires, des syndicalistes qui se plaignent de leurs conditions de vie. Ils se qualifient de laissés pour compte. Mercredi, ils sont rencontrés le président Alpha Condé qui leur avait promis de faire face à leurs revendications. Seulement, les enseignants disent ne plus vouloir des promesses, mais plutôt une application correcte de ce qui a été dit verbalement. Dans la progression des programmes scolaires, en attendant, les élèves et leurs parents prennent leur mal en patience. Le colonel Marcel Ntsuru, ancien numéro 2 des renseignements au Congo-Brazzaville, est mort en détention à la maison d'arrêt de Brazzaville. Cet ancien fidèle du président Sassou Nguesso avait été condamné en 2014 à une peine de travaux forcés à perpétuité, accusé de rébellion et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. La cour criminelle de Brazzaville l'avait reconnu coupable de détention illégale d'armes de guerre et de munitions, assassinat, coups et blessures volontaires et association de malfaiteurs. Le colonel Marcel Ntsuru avait rejoint l'opposition dite radicale, frustré d'avoir attendu plus de 10 ans sans être promu au grade de général. 2 morts dans un attentat en Somalie alors que le nouveau président prenait ses fonctions. Des tirs de mortier revendiqués par les islamistes Chebab ont tué 2 enfants jeudi près du palais présidentiel à Mogadiscio au moment de la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau chef d'État. Enfin, le Mozambique où le cyclone tropical Dineo a fait 7 morts, plus de 100 000 déplacés et d'importants dégâts, selon un bilan provisoire des autorités et de la Croix-Rouge. L'Institut national mozambicain de gestion des catastrophes naturelles a fait état de 55 blessés,
dont 4 dans un état grave. Le cumul des précipitations a atteint 100 à 200 mm. 22 000 habitations totalement détruites, 49 hôpitaux et 105 écoles ou bâtiments publics également détruits. De nombreuses routes ont été coupées par des chutes d'arbres. Beaucoup de secteurs privés d'électricité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Pour ma part, je vous retrouve demain à 20h pour le journal du soir. Et je vous laisse en compagnie de Ibou qui assure la permanence. Bonsoir Ibou. Ah, c'est pas encore changé de nom. Hein. Rassure-toi, tranquille. Voilà. Merci, mesdames, messieurs. Dans un instant, nous parlons cybercriminalité. Oui, c'est sérieux. Nous parlons cybercriminalité juste après ceci.